Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs, en particulier notre ami Layachi Chabraoui, qui nous manque beaucoup aujourd'hui. Je suis chargée de vous faire part de la place qu'occupe le patient dans la nouvelle norme. C'est pas la nouvelle norme, c'est la nouvelle version de la norme 1589 que vous connaissez tous déjà depuis plusieurs années. C'est la 4e version. Alors, en introduction, je voulais rappeler que le laboratoire médical est un acteur essentiel dans le parcours de soins des patients. Et ça, je crois que c'est vraiment fondamental. L'objectif principal de nos laboratoires, c'est de fournir des comptes rendus de résultats suffisamment fiables pour permettre une prise en charge appropriée des patients. C'est notre vœu le plus cher. De nombreuses causes d'erreur, malheureusement, peuvent intervenir et se traduire par des résultats erronés qui, au cours des différents processus de réalisation des examens de biologie, soit en pré-analytique, en per-analytique ou en post-analytique. Et d'autres résultats peuvent aussi résulter de défauts liés au management du laboratoire. C'est ainsi que cette norme internationale 1589 va évoluer pour tenir compte de l'importance de l'analyse de risque, de leur évaluation et surtout de leur maîtrise, de façon à mettre en place de la prévention et la détection améliorée des anomalies pour garantir la qualité et la compétence des laboratoires médicaux. Et l'accréditation, selon cette norme, est un atout pour la satisfaction des utilisateurs et leurs prestations. Alors, l'objectif de cette révision, c'est bien sûr la prise en charge appropriée des patients et la satisfaction des utilisateurs des laboratoires médicaux, qui est vraiment au cœur de la préoccupation de tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cette révision. Et un des objectifs était aussi de fournir une norme moins prescriptive. En 2017, nous avions organisé une consultation auprès des différents pays membres de l'ISO pour savoir leur retour d'information à propos de l'utilisation de cette norme. Et 30% des consultés avaient trouvé que cette norme était trop prescriptive et qu'ils avaient des difficultés à l'appliquer au niveau technique ou même au niveau du management du système de qualité. Et donc, un des objectifs, c'est de la rendre moins prescriptive. Le troisième point, c'est surtout la modification principale a été une modification de structure. Le plan est complètement modifié, il s'agit de 8 chapitres maintenant. Et cette structure est directement copiée de la norme 17025 qui est parue en 2017, de façon à ce que ces deux normes puissent s'intégrer plus facilement lorsque les laboratoires ont à la fois à répondre à la norme 1589 et à la norme 17025. Alors on demande aussi de clarifier les exigences, parce qu'il y avait beaucoup trop d'erreurs d'interprétation, d'essayer de clarifier, d'essayer d'éviter les redondances, d'essayer d'éviter surtout l'ambiguïté. Et on a été particulièrement attaché à la façon de traduire, parce qu'elle a été rédigée en anglais. Et ensuite, vous savez que les 3 langues officielles de l'ISO, c'est le français, l'anglais et le russe. Et donc, pour ces traductions, il faut que le texte anglais soit très clair et sans ambiguïté. C'est ce qu'on a essayé de faire. Vous nous direz si on a réussi. Alors, bien sûr, il fallait aussi développer l'analyse de risque, comme cela a été développé dans la norme ISO 9001, qui est parue en 2015, et dont la norme précédente, la version 3 de la 1589, ne tenait pas encore compte. On voulait développer la notion de compétence et intégrer les exigences de la norme 22870 qui concerne la biologie délocalisée. Pour lire cette norme 22870, elle ne pouvait pas se lire indépendamment de la 1589, donc autant l'intégrer, c'était un des objectifs. Et puis, depuis 2012, un certain nombre de documents ont été publiés et présentent beaucoup d'intérêt pour la compétence. Alors, il y a un document sur la maîtrise des risques, la 22367, qui est paru en 2020 et qui est particulièrement orienté vers les laboratoires de biologie médicale et la gestion des risques, leur analyse, leur maîtrise. Il y a aussi un technical specification, une spécification technique pour l'anatomopathologie, un document en cours de préparation sur les nouvelles technologies NGS, Next Generation
je ne sais plus ce que c'est le S, ça ne me vient plus. Une norme sur la sécurité, une norme sur les exigences pour le transport et la réception des échantillons, qui est pour le moment qu'un document technique, mais qui va sans doute devenir une norme, donc il faut qu'on travaille dessus. Et puis un document technique aussi sur la mesure de l'incertitude de mesure, qui n'est pas assez connu et qui permet de simplifier grandement les évaluations de ce type. Alors la démarche, comme pour toutes les normes, elle procède par plusieurs étapes. Eh bien, la proposition de rédiger une nouvelle version a été acceptée par l'ISO en 2018, à la suite d'un vote des différents pays membres. À la suite de ce vote, on a, au sein d'une commission dont je vous dirai quelques mots, on a élaboré un premier projet qui est le projet CD, c'est-à-dire projet du comité, et qui est soumis à enquête. Il est soumis à enquête auprès des différents membres de l'ISO. Vous savez que l'ISO est une fédération internationale qui regroupe tous les organismes de normalisation qui participent, qui sont membres, c'est-à-dire qui payent leurs cotisations à l'ISO. Dans le monde, on doit avoir environ 200 pays. Eh bien, il y en a 163 qui sont membres de l'ISO. Donc c'est une organisation qui est très représentative des différents pays du monde. À la suite donc des commentaires qui sont pris en compte, un document est produit sur le terme de DIS, c'est-à-dire le Draft International Standard. Ce document est soumis à commentaires et votes pour devenir un final document qui, lui, est soumis à un vote sans commentaire, vote uniquement sur les problèmes éventuellement éditoriaux que pourrait comporter cette version. Et puis, il y a un vote des différents pays. Si le vote est positif, eh bien, le document est publié. C'est ce qui s'est passé pour la 1589 version 4. Il a été publié en décembre, sauf que c'est la version anglaise qui a été publiée en décembre. La version française n'a été publiée qu'en février 2023, en raison de difficultés de traduction avec les Canadiens. On a pris un peu de retard, on n'était pas d'accord sur la traduction française. On a fini par s'accorder. Alors ce groupe de travail, il est composé en général de 60 à 70 personnes. C'est assez intéressant de voir ça, puisque lorsqu'on a préparé la première version, on était une trentaine, et spécialement des Européens, alors que là, vous voyez, il y a des délégations de Nouvelle-Zélande, de Corée, du Japon, de Chine, de Turquie. Il y a moins d'Européens, et il y a beaucoup plus, et il y a bien sûr beaucoup d'Américains. L'Afrique du Sud est très bien représentée, et donc on a généralement 70 participants. On a fait beaucoup de réunions en présence, et puis maintenant, on les a fait beaucoup la fin du travail a été fait en visioconférence. Alors les principales modifications, eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est l'application d'une réflexion basée sur l'analyse de risque qui permet de réduire les exigences prescriptives. On ne va pas vous demander de conserver les archives X mois. C'est à vous de décider en fonction d'abord de la réglementation s'il y en a une, ou de décider en fonction de votre organisation et des exigences des utilisateurs du laboratoire. On va constater une plus grande flexibilité que les éditions précédentes dans les exigences de la documentation. On n'a plus de manuel qualité obligatoire. Enfin, obligatoire. C'est plus une exigence. Le manuel qualité n'est plus non plus une exigence. La définition du laboratoire a été ajoutée. Je trouve que c'est essentiel. Qu'est-ce que c'est qu'un laboratoire de biologie médicale ? Eh bien, c'est une entité qui est chargée de l'examen de matériaux prélevés sur le corps humain dans le but de fournir des informations à des fins de diagnostic, de surveillance, de gestion, de prévention et de traitement d'une maladie ou d'une évaluation de l'état de santé. Les activités du laboratoire incluent, et ça c'est capital, les processus préanalytiques, analytiques et post-analytiques. On n'avait pas cette définition dans aucun document officiel jusqu'à maintenant. Ensuite, le domaine d'application, eh bien, il est bien défini comme étant celle qui regroupe toutes les activités du laboratoire médical. Ensuite, on a développé les notions d'impartialité, de confidentialité et d'indépendance, qui sont, à mon avis, des phénomènes, enfin des critères éthiques fondamentaux. On a toujours l'approche processus,
On a pris en compte dans la nouvelle version la possibilité d'utiliser des documents électroniques et on a fait évoluer aussi la norme sur les exigences vis-à-vis des systèmes d'information en intégrant l'intégrité des données et la cybersécurité. Et bien sûr, la validation des logiciels. Alors, juste un peu de sémantique. Le nombre d'exigences qui sont en général en anglais shall et qui sont traduits par doit, 325 dans la version 2012, 322 dans la version 2022, vous voyez, on n'en a pas moins, ni plus. Par contre, au niveau du risque, bon, le risque était cité 13 fois en 2012, il est cité 87 fois en 2022. Et le mot patient, c'était 89 fois, c'est 130 fois, ça explose. Alors, on a vraiment une orientation vers la prise en charge du patient et la prise en charge et l'amélioration de la qualité des résultats pour le bien des patients. Au niveau clinique, 37-48 et le mot compétence 32-42, voilà, c'est tout. La version donc a été publiée, comme je vous le disais. Les principales modifications, je vais vous en dire quelques mots. La structure, l'impartialité, je viens de vous le citer, l'analyse des risques et des opportunités d'amélioration, l'intégration de la 22870, management de l'information. Alors, de nouveau, il y a un chapitre nouveau sur la préparation un plan de contingence en cas de panne, de façon à gérer les urgences. Et puis, la nouveauté, c'est aussi l'impartialité et la gestion des risques. Alors, les activités du laboratoire doivent être réalisées avec impartialité. Sa structure, sa gestion, sa direction doivent préserver l'impartialité. Le laboratoire doit veiller à ce qu'aucune pression commerciale, financière ou d'autres pressions compromettent l'impartialité. On peut dire aussi impartialité, on peut utiliser des termes comme non-discrimination, neutralité, voire indépendance, justice, ouverture d'esprit, équité, désintéressement, équilibre. Vous voyez toutes ces notions éthiques qui font que le laboratoire va prendre en charge de façon plus complète l'intérêt des patients. En termes de confidentialité, eh bien, le laboratoire est responsable de la gestion de toutes les informations et il est tenu à ce que cette gestion soit utilisée dans le respect de la vie privée, la confidentialité de ceux qui confient au laboratoire leur liquide biologique. Le patient doit être informé en cas d'erreur ou en fonction des accords qui sont passés. Quant au personnel, eh bien, il est responsable. Il doit préserver aussi la confidentialité de toutes les informations obtenues ou générées au cours des activités du laboratoire. C'est mieux en le répétant. Quant à ce nouveau chapitre sur les exigences relatives aux patients, eh bien, il s'agit d'écouter, de mettre à disposition du patient et des utilisateurs toutes les informations nécessaires, et notamment les délais de transmission des résultats. Une revue périodique des examens proposés va permettre de s'adapter aux prescripteurs. Traitement des patients toujours dans le plus grand respect. Obtention d'un consentement éclairé lorsque c'est nécessaire et maintien de la disponibilité de l'intégrité des échantillons provenant des patients lorsque les analyses sont effectuées. Et en cas de fermeture du laboratoire ou d'une fusion, on doit pouvoir conserver toutes les données. Communication pertinente des informations et respect, bien sûr, des droits du patient. Quant à la gestion des risques, eh bien, le bien-être des patients et la satisfaction des utilisateurs sont au cœur des préoccupations. C'est dans l'introduction de la version révisée de la norme. Donc, le laboratoire doit mettre en œuvre des actions face aux risques et opportunités d'amélioration. Les avantages de cette approche incluent l'amélioration de l'efficacité du système de management, toujours dans l'objectif d'améliorer la prise en charge du patient. C'est considéré. Alors, la gestion des risques sont alignés sur le principe de l'ISO 22367 dont je vous disais. Ces normes qui sont citées ne sont pas des normes dont les exigences sont à réaliser. C'est à titre consultatif, vous avez un document, c'est la 22367 sur l'analyse des risques. Et ce risque, il est considéré uniquement comme l'impact d'une décision sur l'intérêt du patient. Tous les écarts, maintenant, vont être analysés en fonction du risque qu'une anomalie peut faire courir au patient.
on n'a pas forcément besoin de quantifier le risque ou de l'analyser, mais il faut toujours évaluer par rapport aux objectifs de la prescription. Donc l'objectif cité dans le management est d'agir comme un outil préventif. C'est tout à fait le rôle de l'analyse de risque. C'est pourquoi il n'y a plus de chapitre action préventive. Le concept d'action préventive s'exprime même dans la façon de penser le risque. Cette approche basée sur le risque se traduit donc par une exigence moins prescriptive. Alors, le laboratoire doit, quelques phrases que j'ai glanées pour vous montrer tout l'importance qu'a le patient dans cette norme. Le laboratoire doit identifier les risques relatifs à la prise en charge des patients, aussi bien dans les processus préanalytiques, peranalytiques et post-analytiques. Et les risques identifiés et l'efficacité des processus visant à maîtriser doivent être surveillés, évalués en fonction du potentiel préjudice pour le patient. Et le laboratoire doit également identifier les opportunités d'amélioration dans la prise en charge du patient. Vous voyez, on ne l'oublie pas. Au niveau préanalytique, eh bien, les risques et l'impact sur la prise en charge du patient en cas d'acceptation ou de refus d'un échantillon doivent être évalués. Par exemple, vous avez un échantillon mal identifié, s'il s'agit d'une urine, vous allez pouvoir recueillir une autre miction, par exemple, et donc vous n'allez pas prendre un risque d'accepter cet échantillon non identifié. Alors que s'il s'agit d'un liquide céphalorachidien, vous allez peut-être prendre plus de précautions, essayer de faire une enquête et d'accepter cet échantillon, même s'il n'est pas identifié, parce que c'est un prélèvement précieux. En cas d'acceptation d'un échantillon dont l'altération a un impact clinique, c'est-à-dire en cas, par exemple, d'un transport qui aurait été effectué dans des conditions inappropriées, eh bien, vous pouvez éventuellement rendre un résultat, mais ce résultat sera accompagné d'une note montrant dans quel sens le résultat peut être affecté. Et la communication des informations cliniques pertinentes ayant un impact sur le prélèvement, sur la réalisation des analyses, sur l'interprétation des résultats est capitale. Par exemple, l'historique de l'administration des médicaments est quelque chose qui va permettre d'interpréter mieux les résultats. Et en l'absence de cette communication, les résultats ont relativement peu de valeur pour le clinicien et pour le patient. Alors, en termes de processus analytique, la norme réaffirme l'intérêt d'un contrôle interne de qualité rigoureux, d'une évaluation externe pratiquée dans des bonnes conditions, et l'intérêt de la validation, vérification des méthodes. Donc le laboratoire doit disposer d'une procédure pour le contrôle de qualité interne et vérifier que la qualité attendue est atteinte pour garantir la validité constante des résultats. On parle plus de validité que de qualité des résultats. Validité, c'est-à-dire validité par rapport à un objectif vis-à-vis de la prise en charge et vis-à-vis surtout de la décision clinique qui doit être prise. Le laboratoire doit éviter la diffusion de résultats des patients dans le cas où un contrôle de qualité ne répond pas aux critères d'acceptabilité qui ont été définis. Bon, on a une sélection des matériaux de contrôle qui est réaffirmée. Et puis, pour ce qui concerne les EEQ, eh bien, le laboratoire doit surveiller ses performances, y compris pour les examens de biologie délocalisés qui sont intégrés maintenant dans ce document. Alors, le laboratoire doit sélectionner et utiliser des méthodes d'analyse qui ont été validées de façon à assurer l'exploitation clinique des résultats d'examen. Alors, à titre d'exemple, par exemple, vous allez peut-être choisir une méthode différente pour doser l'albumine dans le sérum en fonction du contexte clinique. Si vous utilisez des références ou des décisions cliniques, peut-être allez-vous utiliser une méthode immunologique plutôt qu'une méthode colorimétrique. Pour la créatinine, si vous voulez calculer une clairance, peut-être vous avez besoin d'une méthode enzymatique, etc., etc. Quant aux spécifications de performance, eh bien, pour chaque méthode d'analyse, eh bien, elles doivent faire référence à l'utilisation de l'examen, à son impact sur la prise en charge des patients. Par exemple, suivant la méthode que vous avez pour doser le sodium, vous pouvez, en méthode de potentiométrie indirecte, passer à côté d'une hyponatrémie artificielle. Donc, c'est des éléments à connaître. Les spécifications de performance de la méthode confirmées lors du processus de vérification doivent être appropriées à l'usage prévu des résultats d'examen, suivant que vous voulez faire du dépistage, du diagnostic, de la surveillance ou de l'épidémiologie. Peut-être vous aurez des critères différents. Le laboratoire doit s'assurer aussi
de l'étendue de la vérification des méthodes, de savoir qu'elle est suffisante par rapport toujours à la décision clinique. Je prends par exemple le cas des troponines, où la limite de détection et la limite d'intervention clinique, de décision clinique, sont capitales à définir dans la validation des méthodes pour une exploitation correcte des résultats. Quand les modifications d'une méthode d'analyse sont proposées, l'impact clinique doit être examiné. Vous changez de méthode de milieu de mesure, par exemple, vous allez devoir vérifier qu'avec le milieu que vous utilisez, vous n'aurez pas d'interférence. Cas par exemple des dosages de lactate avec une lactate oxydase, vous pouvez très bien doser le lactate dans le sérum, mais pas dans les urines. C'est souvent fait pourtant. Et puis vous avez également donc l'impact clinique à examiner pour les intervalles de référence. Lorsque vous changez de méthode ou lorsque vous changez un paramètre de la méthode, il faut s'assurer que les intervalles de référence que vous utilisez sont toujours valables. Les EEQ, elles excluent, si elles ne satisfont pas aux critères cliniques, il va falloir prendre des mesures pour évaluer l'impact clinique qui aurait pu arriver pour les échantillons des patients qui auraient été dosés dans les mêmes conditions que votre échantillon d'évaluation externe. Lorsque vous avez deux techniques qui dosent les mêmes examens, vous êtes il est rappelé que l'impact des différences observées entre les résultats de ces deux méthodes, notamment l'impact que ça peut avoir sur l'intervalle de référence et les limites de décision clinique, doit être évalué préalablement et périodiquement. Alors périodiquement, ce n'est pas défini tous les jours, tous les mois, c'est au laboratoire de définir en fonction des risques quelle est la fréquence avec laquelle il peut faire ces comparaisons. Je terminerai par le plan de continuité. Le laboratoire doit établir une réponse planifiée aux situations d'urgence, délivrer les informations et une formation adéquate au personnel, réagir aux situations d'urgence réelles, entreprendre des actions pour prévenir ou atténuer les conséquences des situations d'urgence. Et je conclurai que cette réflexion qui est basée sur la maîtrise des risques appliquée à cette édition de la norme permet de réduire les exigences prescriptives et de les remplacer par des exigences qui sont toutes axées sur l'amélioration de la performance des activités du laboratoire pour une meilleure efficacité de la prise en charge des patients et la satisfaction des utilisateurs. Les systèmes d'information et de gestion des données doivent être revus en fonction de la préparation à l'urgence et de la cybersécurité pour assurer la confidentialité qui est due à tous les utilisateurs du laboratoire. L'ISO 15189 est désormais accepté dans le monde entier comme un gold standard pour la qualité et la compétence dans les laboratoires de biologie médicale, comme un outil au service des patients et de leur prise en charge. La norme révisée met l'accent sur la gestion des risques orientée vers l'amélioration de la prise en charge des patients et devrait donc aider les biologistes à mieux appréhender leur métier dans sa dimension médicale. Je vous remercie de votre attention.